Bienvenue à tous et à toutes à l'occasion de ce webinaire qui portera sur les enjeux de l'identité numérique pour accélérer l'inclusion financière en Afrique. Je suis Anouche Bezelg, je suis l'éditrice du portail Finev en français et nous organisons ce webinaire en partenariat avec Microsoft Consulting. À l'heure où de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ont investi dans des systèmes d'identité numérique, question devient centrale. Comment faire en sorte que ces infrastructures se traduisent concrètement en services utiles, inclusifs et dignes de confiance pour les citoyens, les administrations et les acteurs économiques? Donc ce webinaire aujourd'hui vise à créer un espace de dialogue stratégique autour des dernières avancées en matière d'identité numérique dans la région et des conditions nécessaires pour qu'elles deviennent de véritables leviers d'amélioration des services financiers, de l'inclusion financière et du renforcement de la confiance entre les différentes parties prenantes de notre écosystème. Donc aujourd'hui, dans notre webinaire, nous aurons trois panélistes qui partageront perspectives, bonnes pratiques et retours d'expérience. Donc sur la compréhension de l'identité numérique et de ses enjeux, sur ses implications pour l'inclusion financière et l'impact de l'identité numérique pour les pratiques bancaires. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits rappels techniques. Donc il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones de tous les participants seront muets. Toutefois, vous êtes invité à participer en nous écrivant dans le chat. Vous pouvez vous poser vos questions à tout moment, nous y répondrons à la fin. N'oubliez pas de préciser à quel panéliste vous vous adressez et veuillez sélectionner donc tout le monde au moment d'envoyer la question pour que nous la voyions tous. Et enfin, l'enregistrement du webinaire donc, sera envoyé à tout le monde d'ici quelques jours par email. Donc aujourd'hui avec nous, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois participants. Donc nous avons Elisabeth Kivitek de One2 Consulting qui sera notre modératrice, le docteur Joseph Attic qui est le président exécutif de ID for Africa et Emmanuel Kouadou qui est directeur technique pour URI Côte d'Ivoire. Donc, concernant le déroulé du webinaire, donc, notre modératrice Elisabeth Kibitek modérera un échange en compagnie de nos deux autres panélistes pendant environ 1 heure. Puis, nous passerons à la session de questions et réponses en compagnie de nos panélistes. Elisabeth, je vous passe la main pour la conversation modérée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anouche. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver une fois encore ici pour une nouvelle discussion. Alors, en Afrique, nous savons que près d'un adulte sur deux reste exclu des services financiers formels. Parfois, pas par manque d'ambition ni par manque de besoin, mais simplement parce qu'il ne peut pas toujours prouver officiellement son identité. Pourtant, dans l'UMOA, par exemple, on sait qu'on a environ 41% des adultes qui ont soit un compte bancaire, soit un compte mobile money. Et dans cette tranche-là, on a près de 75% qui sont titulaires de comptes mobile money et qui les utilisent régulièrement. Le Bénin, par exemple, frôle les 90% d'inclusion dans le mois grâce au mobile money et au fintech. Cela montre d'ailleurs qu'il y a un vrai potentiel, mais aussi une réalité qui se cache derrière. L'accès progresse, l'accès aux services financiers progresse sans pour autant qu'il soit égal à tous. À l'ère de l'explosion numérique, il ne s'agit plus seulement de permettre aux citoyens d'être capables de présenter une identité, mais de posséder une identité numérique. Alors, qu'entend-on réellement par identité numérique? Selon la Commission économique pour l'Afrique, pour l'ONU, l'identité numérique peut être définie comme un ensemble d'attributs, de mécanismes qui permet d'identifier et d'authentifier de manière fiable une personne dans un environnement numérique afin de lui donner accès à des services tout en garantissant inclusion, sécurité, interopérabilité et protection des données. La Banque mondiale, elle, précise que c'est la capacité de reconnaître une personne de manière fiable en ligne et hors ligne pour qu'elle puisse prouver qu'elle est et qu'elle puisse accéder aussi plus facilement aux services essentiels, y compris les services financiers. En d'autres termes, l'identité numérique, c'est l'existence officielle dans l'espace digital et c'est donc la clé, pardon, aux portes du monde moderne pour pouvoir avoir accès aux services essentiels en toute sécurité. La Banque mondiale a, dans un de ses ouvrages, précisé les principes généraux, pardon, qui doivent régir la définition de l'identification pour un développement durable dans l'ère numérique.
Et ils sont regroupés en trois catégories. On a des principes d'inclusion qui sont là pour favoriser une couverture universelle et l'accessibilité à tous. Des principes d'architecture qui voudraient que cette architecture soit robuste, sécure, souple et durable. Et des principes, pardon, de gouvernance pour pouvoir bâtir la confiance tout en protégeant la vie privée et les droits des utilisateurs. Et aujourd'hui, on parle de l'identité numérique comme un sujet central pour plusieurs raisons. Et on va en citer quelques-unes ici. D'abord parce que la transformation numérique avance plus vite que les systèmes d'identification traditionnels. Donc, sans identité numérique, il devient de plus en plus difficile de pouvoir profiter pleinement des services en ligne, que ce soit financiers ou administratifs. On peut aussi évoquer une autre raison, c'est celle de l'identité numérique qui crée la confiance. Et parce qu'elle permet de créer un écosystème où les services financiers sont accessibles, fluides, interopérables, accessibles à tous. Et enfin, l'identité financière pourrait permettre d'être un levier d'intégration régionale. On a d'ailleurs plusieurs initiatives qui sont mises en place et nous aurons l'occasion d'en découvrir deux aujourd'hui, notamment ID for Africa, qui est une plateforme clé de plaidoyer, de partage d'expérience, mais aussi de promotion des systèmes d'identité inclusif centrés sur les usagers. Et on a aussi le projet Vouri, qui est une initiative régionale ambitieuse qui est porté par la Banque mondiale et la CEDEAO et qui a comme un de ses objectifs principaux d'accroître le nombre de personnes qui peuvent disposer d'une preuve d'identité unique reconnue par les États. Alors, la confiance est un élément qui est revenu plusieurs fois. Si la confiance est donc le moteur de l'inclusion financière et si l'identité constitue le premier maillon de cette confiance-là, une évidence s'impose dans un monde où l'inclusion financière prend véritablement son envol grâce au numérique. Nous devons nous poser la question, comment faire pour accélérer l'inclusion financière en utilisant l'identité numérique? C'est ce que nous allons nous atteler aujourd'hui à essayer de répondre avec nos deux illustres panélistes, euh, notamment en allant sur les enjeux de l'identité numérique, son rôle, ses impacts, une sorte d'état des lieux, les solutions concrètes pour pouvoir booster justement cette inclusion financière dans la région. Deux points principaux. L'identité numérique. Est-ce que c'est un prérequis non négociable pour l'inclusion financière? Et ensuite, comment accélérer cette inclusion financière avec l'identité numérique? Pour commencer, nous avons notre premier intervenant. C'est un acteur qui n'a pas simplement observé la révolution de l'identité numérique, il a participé à la construire. Dès la fin des années 90, bien avant que l'identité numérique ne devienne un sujet d'inclusion financière, il cofondait déjà Visionix, qui est la première entreprise à avoir rendu la reconnaissance faciale réellement utilisable et commercialisable, notamment grâce à des algorithmes automatisés, mais aussi à des déploiements opérationnels au sein des aéroports, de la police, etc. Il a ensuite dirigé des entreprises cotées en bourse, conseillé des gouvernements sur 4 continents. Aujourd'hui, il utilise son expertise et son expérience au service de l'inclusion financière en Afrique. Depuis plus de 10 ans, il accompagne les pays membres de ID for Africa pour bâtir des écosystèmes d'identité responsables au service du développement et de l'action humanitaire. Il occupe le poste de Executive Chairman de ID for Africa. Bonjour et bienvenue, Dr. Attic. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, et merci de m'avoir invité pour ce webinaire très important. Merci d'être là avec nous. Alors, on va essayer de poser les bases avec cette première question qui est dirigée à vous. C'est quoi ID for Africa exactement? Quelle est sa mission? Pourquoi avoir créé cette institution? Oui, merci beaucoup. ID for Africa a été fondé en 2014. À ce moment-là, je travaillais avec la Banque mondiale. J'ai fait beaucoup de missions en Afrique et j'ai constaté que les pays africains ont eu beaucoup de challenges à identifier leurs citoyens et par conséquent, beaucoup de gens étaient invisibles, étaient exclus de la participation dans l'économie, même pas l'économie numérique, l'économie ordinaire, et ils étaient dehors du système. Alors, j'ai fondé ces mouvements, mais avec une mission de construire une gouvernance par les pays africains. Alors, aujourd'hui, le mouvement est reconnu comme le premier mouvement identité pour tous.
qui se consacre à aider les nations africaines à renforcer leurs capacités stratégiques nécessaires au développement d'écosystèmes identitaires responsables afin de soutenir la transformation, comme vous avez dit, la transformation numérique et le développement socio-économique du continent. En fait, aujourd'hui, le mouvement regroupe 48 pays africains membres, représentés au sein du Conseil des ambassadeurs ID for Africa. Et alors, je dois souligner qu'ID for Africa n'est pas une entreprise commerciale. Nous sommes gouvernés par le pays africain, dirigés par l'Afrique alors, et pour l'Afrique, au service des États africains. Alors, notre rôle principal est de créer un espace africain d'échange de connaissances et d'expériences pratiques entre gouvernements africains. Chaque année, comme vous savez, nous organisons une assemblée générale, la plus grande rencontre africaine consacrée à l'échange des expertises, échange d'expériences, etc., qui regroupe toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, les agences de développement et même le secteur privé. Pour nous, on voit l'identité numérique pas comme un outil administratif. On le voit comme une infrastructure essentielle qui permet l'accès aux services, la participation économique, l'inclusion financière et la protection sociale, et surtout la confiance numérique. Finalement, sans identité numérique, on ne voit pas comment les pays africains vont avancer dans le développement économique. Hmm. Alors, vous avez parlé de la confiance numérique. Moi, je voudrais revenir un peu sur la dernière assemblée à laquelle vous avez participé, que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il y a eu des résolutions? Est-ce qu'il y a eu des échanges qui ont permis de ressortir des aspects importants et nouveaux et qui pourraient permettre de nous édifier encore mieux sur ce sujet d'actualité? Est-ce que vous pourrez nous en Oui, faire l'économie? oui, merci beaucoup pour cette question. Il faut souligner que ID for Africa ne fait pas de résolution parce que nous sommes composés de plusieurs parties prenantes, plusieurs segments de la communauté. Alors, chaque segment retire de leçons, retire de leur propre interprétation de ce qui est arrivé. Il est difficile de résumer 5 jours de délibération réunissant plus de 2200 participants, 250 interventions et plus de 150 institutions représentées. Chaque groupe, évidemment, a tiré leur ressorti, mais plusieurs messages forts se sont clairement dégagés. On peut discuter sur quelques-unes. Premièrement, l'Afrique a démontré qu'elle possède désormais les compétences, les technologies et l'expérience nécessaires pour réussir l'inclusion identitaire à grande échelle. Ça, c'était vraiment très clair. Les débats ne portent plus seulement sur le déploiement technologique. La question aujourd'hui est comment rendre le système d'identité durable, gouvernable et utile à long terme. Alors, il y avait beaucoup d'échanges d'expérience sur tous ces éléments critiques. Nous avons effectivement observé un déplacement très clair de la conversation. On passe d'une logique de digital public infrastructure vers cette de véritable digital public ecosystème. L'écosystème, cela signifie que l'identité numérique doit désormais être pensée comme une infrastructure vivante, connectée aux services publics, à la finance, à la santé, à l'éducation et à la protection sociale. Il faut que ce soit complètement intégré avec tous les participants. Ce n'est pas une seule organisation comme avant qui étaient les autorités de l'identité. Alors, il y avait beaucoup de retours d'expérience sur
le concept d'écosystème. Comment construire cet écosystème, accélérer les démarches vers la prestation de services. Et il y a une très longue liste de leçons qu'on a apprises et vous pouvez le voir dans le playbook des pays africains. Il y avait 13 pays africains qui ont partagé leur playbook. Alors, c'est disponible, enregistré sur YouTube. Si vous voulez aller, vous pouvez le consulter. Mais c'était vraiment une réussite très importante. Hmm. Alors, vous avez évoqué la participation des gouvernements, mais vous avez aussi cité pendant l'Assemblée générale qu'il y a eu des institutions qui ont participé. Je suppose que ces institutions n'étaient pas seulement des gouvernements, c'était des institutions peut-être privées ou parapubliques. Euh, j'ai envie de vous poser une question, c'est celle de savoir qui est concerné par l'identité, la mise en place de l'identité numérique dans un pays. Est-ce seulement les gouvernements qui rentrent dans l'écosystème quand on parle de ce sujet? Et Oui, comment d'ailleurs ID for Africa, pardon, se positionne dans cet écosystème-là? oui. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. En fait, au fond, l'identité numérique concerne tout le monde. Sa réussite dépend de la capacité de différents acteurs à travailler ensemble dans le cadre de confiance, de gouvernance et de responsabilité partagée. Mais tout d'abord, on voit aussi qu'aucun acteur, contrairement au passé, aucun acteur ne peut réussir seul. Nous observons une évolution importante. La gestion de l'identité devient une responsabilité partagée. Ça veut dire les autorités d'identité, ministres de numérique, autorités de cybersécurité, régulateurs de protection des données, les banques centrales sont très, très actifs dans ces domaines, sont importants. Évidemment aussi les fournisseurs de services et de systèmes publics et privés aussi. Cela dit, il existe deux acteurs principaux concernés dans le co-gardien, si je peux me permettre, de l'identité numérique, qui doivent être habilités par un cadre juridique, euh, leur conférant la responsabilité de la fourniture et de l'utilisation de l'identité numérique. Là, il s'agit de les autorités d'identité qui doivent gérer les données d'identification et l'état civil d'une façon très, très sécurisée, très transparente, ainsi que le titre identitaire, mais aussi les ministères d'éthique ou les agences de transformation numérique qui doivent veiller à ce que l'infrastructure nécessaire soit disponible pour le déploiement et l'utilisation de la vérification d'identité dans le cadre de la prestation de services. Maintenant, si on voit comment ID for Africa se positionne dedans, ID for Africa n'est pas un opérateur technique, n'est pas un fournisseur de solutions. Notre rôle est celui d'une plateforme panafricaine de dialogue, de partage d'expériences et de transfert de connaissances. Nous aidons les pays africains à apprendre les uns des autres, à éviter certaines erreurs et à développer des approches adaptées aux réalités africaines. Ça, c'est très important parce que dans le reste du monde, ils ont complètement une autre perspective, une autre vision. Alors, nous servons également d'espace neutre où tous les acteurs de l'écosystème peuvent dialoguer et toutes les approches, soit open source, soit open standard, nous, on dicte rien. On laisse les acteurs interagir. Évidemment, notre responsabilité, c'est d'assurer la qualité, l'authenticité du dialogue et le respect qui peut être important. Hmm. Merci beaucoup, docteur Atik. Alors, nous allons passer, avant de revenir à vous, bien sûr, nous allons passer à notre deuxième panéliste. Lui, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est ingénieur informaticien de profession. Il a plus de 25 ans d'expérience avec près de 20 ans au service des Nations Unies, PNUD, ONU, d'ici, MINUSCA, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de GIZ.
où il a conçu des systèmes d'identification et de gestion des données dans des environnements complexes et dans différents pays comme Haïti, la Côte d'Ivoire, Guinée, Mali ou encore le Bénin ou le Sénégal. Aujourd'hui, il met son expertise et son expérience au service de l'intégration régionale ouest-africaine en tant que directeur technique du projet Vouri. Bonjour Emmanuel et bienvenue. Votre micro est coupé. Voilà. Euh, Désolé, je d'accord. pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est Voilà. bon. Bonjour, bonjour à tous, vraiment, et merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir participer à ce webinaire. Mhm. Merci à vous, encore une fois. Alors, avec vous aussi, nous allons poser les bases. On a parlé du projet Vouri, qui est un projet dans la sous-région piloté ou alors mis en place par la Banque mondiale, la CEDEAO, et que vous pilotez au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout, quels sont les objectifs réellement que vous poursuivez à travers ce projet? Très bien, merci. D'abord, il faut préciser que le projet WURI, c'est le projet West Africa Unique Identification for Regional Integration, c'est-à-dire c'est le projet de la Banque mondiale qui vise à pouvoir créer des systèmes d'identification de base fondationnelle en Afrique de l'Ouest, d'abord installés pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ici, pour l'un des objectifs principaux, c'est d'abord de fournir des preuves d'identité reconnues par les États à toutes les différentes personnes qui sont sur les différents territoires des pays ouest africains. Et pour mener à bien cette mission, le projet WURI, c'est d'abord basé sur trois composantes principales, tout en signifiant que le projet WURI, c'est quand même un investissement de près de plus de 300 millions de dollars et qui vise plusieurs pays avec plusieurs phases. Et donc, pour mener à bien ce projet, il y a quand même trois phases qui devaient être respectées et qui sont respectées pour la plupart du temps. La première phase, c'est d'abord le renforcement du cadre juridique institutionnel de l'identification. Vous savez, il y a beaucoup de pays en Afrique et dans la plupart des pays, chaque pays a son cadre institutionnel et pour que le projet puisse pénétrer ces différents cadres institutionnels, il fallait mettre en place des lois, il fallait mettre en place des textes qui pourrait permettre à ce projet de pouvoir utiliser les données à caractère personnel pour pouvoir soit créer des bases de données fondationnelles ou pouvoir les exploiter pour les différents services. Ensuite, il fallait établir un système d'identification fondationnel, solide et inclusif. Pourquoi un système fondationnel? Vous savez, beaucoup de systèmes aujourd'hui se basent sur beaucoup de champs. Par exemple, lorsque nous voulons avoir une carte d'identité nationale, nous devons Hmm. fournir après le nom, le prénom et d'autres informations. Nous avons parfois une dizaine de champs qu'il faut remplir, mais le projet Ouri a voulu synthétiser tout cela dans très peu de champs pour permettre à tout le monde, toutes les personnes qui sont sur le territoire, de pouvoir bénéficier d'identité fondationnelle et inclusive, peu importe la nationalité, pourvu que vous soyez du pays, vous avez immédiatement un numéro d'identité et qui vous permet d'avoir accès aux services dont je fais la migration vers ce troisième point qui est la promotion de l'accès aux services. Parce que lorsque tous ces différents plans sont mis en œuvre avec la base de données qui est établie, il va sans dire qu'il y a certains services qui sont quand même importants pour les usagers. Je veux entre autres les services liés à la santé, les services bancaires et j'en passe. Donc voilà, tout cet environnement, c'est vraiment pour mettre en place une identité qui soit solide, inclusive et sécurisée, parce que les bases de données comportent certains éléments de sécurité pour éviter les intrusions, pour éviter que les données soient utilisées à d'autres fins. Donc voilà pour dire de manière générale le projet Ouri est dans ses différents objectifs et concrètement ce que c'est que le projet Ouri. Donc, Voilà. merci pour cette présentation. Mais on voudrait savoir quand même où en êtes-vous aujourd'hui concrètement? Quelles sont les réalisations que vous avez déjà, que vous pouvez nous présenter aujourd'hui par rapport au projet? Et est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques que vous rencontrez et qui vous empêchent ou alors limitent vos capacités à atteindre les objectifs que vous venez de nous présenter?
Je veux dire que d'abord, il va sans dire que nous ne pouvons pas avoir de projet structurant sans difficulté. C'est la base de tout projet structurant parce que lorsqu'un projet doit pouvoir bouleverser certaines habitudes, doit pouvoir s'intégrer et modifier certains comportements, il va sans dire qu'il y a des réticences, il y a des difficultés. Je veux dire que quand même en termes de résultats, nous avons eu des résultats intéressants parce que je voudrais faire un clin d'œil à notre partenaire ici en Côte d'Ivoire qui est la CENAM. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons lancé ce projet pas en partant de zéro. Nous sommes adossés à un partenaire qui avait déjà des données biométriques dans sa base de données. Et ce sont ces données que nous avons exploitées et pour pouvoir permettre l'accès au service. Donc, déjà, comme un premier élément de réussite de ce projet, c'est la mise en œuvre de ce partenariat qui est assez stratégique avec la CENAM, qui nous permet déjà d'emblée de commencer avec plus de 23 millions d'enregistrements dans une base de données en un clic. C'est-à-dire, nous ne partons pas de zéro, nous partons avec déjà des données avec celles de la CENAM. Un secondo, avec ces données, nous pouvons maintenant mettre en place ces différents systèmes d'authentification. Nous avons fait des phases pilotes. Une première phase pilote, nous avons expérimenté le projet avec un autre partenaire. Ici, c'était vraiment une phase pilote qui est Côte d'Ivoire Énergie, qui devait permettre de pouvoir identifier des personnes qui devaient bénéficier d'un projet de déguerpissement. Et donc, il fallait identifier ces personnes de nationalités diverses et des personnes qui n'ont pas forcément des pièces d'identité. Donc, il fallait pouvoir les identifier et il fallait aussi garantir que ces personnes recevaient l'indemnité parce que le Côte d'Ivoire Énergie, lors de certaines phases dans le passé, avait aussi reçu quelques difficultés à gérer les indemnités. Donc, avec ce projet Wouri et notre partenaire de la CENAM, nous avons réussi à pouvoir mettre en œuvre cet élément, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout, mettre en œuvre déjà les bases de cette possibilité de pouvoir identifier les personnes qui sont impactées par un projet de déguerpissement. Maintenant, comme élément majeur, il faut dire qu'avec le projet Ouri, nous avons permis aussi à la CENAM d'avoir un niveau d'enrôlement très avancé. Un niveau d'enrôlement très avancé en permettant à la CENAM de disposer de matériel informatique de haute technologie et aussi de divers équipements. Maintenant, en termes de difficultés, la difficulté majeure, c'est le cadre institutionnel et légal. Bien entendu, les pays ont des difficultés à pouvoir immédiatement prendre des dispositions vis-à-vis de ces cadres, vis-à-vis du cadre légal, vis-à-vis du cadre institutionnel, et à pouvoir s'accommoder immédiatement au traitement des données à caractère personnel lorsqu'un autre projet s'intègre. Donc voilà ainsi pour récapituler la difficulté majeure. Je vous remercie. Hmm. Alors, je voudrais qu'on reste un peu sur les résultats. Vous avez pris le cas de la Côte d'Ivoire, mais on sait que le projet Vouri, c'est un projet qui est sous-régional. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place pour permettre à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple, de pouvoir utiliser cette identité-là dans d'autres pays de la sous-région? Est-ce qu'on en est déjà à ce niveau ou pas encore? Je dirais pas encore. Nous avons présenté les bases de cette interopérabilité avec les différents pays tels que le Bénin et le Togo. Nous avons présenté les mêmes, mais avec le Niger et le Burkina. Nous avons eu plusieurs ateliers pour la mise en place de cette interopérabilité entre les différents pays. Déjà, en réussissant à sécuriser autrement les moyens de pouvoir sécuriser les échanges, de pouvoir sécuriser aussi le code QR qui va être utilisé par divers pays. Nous avons fait les bases, mais nous ne sommes pas allés plus loin que ça. Parce que, vous savez, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Et en termes de développement de ce projet, il y a des pays qui sont plus avancés, d'autres qui viennent à peine de rejoindre la grande famille de Wouri. Et donc, pour cela, il va sans dire que ces pays qui étaient un peu en retard et devaient pouvoir s'accommoder avec les pays qui sont déjà très avancés sur le domaine en fait, sur le projet Wouri. Il faut aussi préciser que en termes de pouvoir regrouper tous ces pays au thème du Wouri de manière générale, nous avons aussi mis en place
des structures. Nous prévoyons des rencontres. Voilà, récemment, nous avons eu même une rencontre à Abidjan pour mettre en place les bases des discussions de mise en œuvre des différents projets Wouri dans les pays qui sont concernés. Et pourquoi pas s'inspirer des différents cas des pays pour pouvoir évoluer ou faire évoluer le projet dans divers pays. Voilà ce que je peux dire un peu concernant cette question. Mhm. Merci. Alors, pour revenir aussi sur les obstacles, vous avez évoqué le principal obstacle qui est le cadre institutionnel. Est-ce que vous avez pu trouver des solutions aujourd'hui pour pouvoir adresser cette difficulté ou tout au moins un début de solution? Et surtout, comment avez-vous pu, si vous l'avez déjà fait, vous avez pu convaincre, je veux dire, les États que l'identité numérique, c'est réellement quelque chose vers laquelle il faut aller et il faut mettre tous les atouts et tout mettre en œuvre pour que ça puisse être réalisé tel que vous le souhaitez dans le projet. D'abord, la question me fait beaucoup sourire parce que, vous savez, quand on touche à tout ce qui est cadre légal, institutionnel, c'est vraiment sacré. Et vous savez, la prise de texte, les décrets, les textes sont beaucoup réfléchis, beaucoup mûris, en pensant aussi à l'avenir. Je veux dire que je prendrai le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est le cas que je maîtrise le mieux. Et en Côte d'Ivoire, c'est bien vrai que nous avions besoin d'un cadre légal et institutionnel pour aller plus loin dans ce projet. Aussi bien vrai que ce cadre a pris beaucoup de temps et est en cours encore d'élaboration, mais nous ne sommes pas restés à ne rien faire. Nous sommes restés dans l'environnement qui nous permettait d'utiliser d'abord ce cadre. C'est-à-dire au sein de notre ministère, au sein de notre institution, déjà pour présenter les bases d'un pilote ou d'un POC qui pourrait permettre de voir déjà de voir aussi l'importance de ce projet, parce qu'on ne peut pas valider un projet, on ne peut pas donner vie à un projet si nous n'avons pas les premiers éléments qui nous montrent que ce projet est crucial et important. Et donc, nous avons mis en place ces bases avec les textes que nous avions. Nous avons regardé, relu les textes et nous sommes restés dans les textes à pouvoir mettre en place ce que nous pouvions mettre. Et bien entendu, nous sommes restés dans la droite ligne de ce que nous autorisait notre législation. Et bien entendu aussi l'AETC en Côte d'Ivoire qui régit un peu toutes les questions de traitement de données à caractère personnel. C'était très important. Nous sommes restés en étroite collaboration et chaque pas que nous faisions, nous vérifions si nous étions toujours dans la légalité. Parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne faut pas chercher à corriger un problème informatique en créant notre problème institutionnel ou légal. Donc, nous avons vraiment voulu rester dans ce cadre pour pouvoir permettre de pouvoir montrer ce que le Wouri pouvait apporter aux différents pays. Et nous sommes convaincus que l'identité reste quelque chose et l'identité numérique reste quelque chose. C'était une grande chance pour l'Afrique et nous sommes convaincus que les pays finiront par adopter les droits et les textes qui pourraient permettre de pouvoir mettre en place ces projets structurants, ces projets d'avenir pour le bien-être de toutes les personnes qui vivent sur nos différents territoires. Voilà. Mhm. OK. Alors, il y a quand même ce sujet qui est sensible, c'est sur la protection des données. Et comment, au niveau de Vuri, vous arrivez à gérer ça de telle sorte que les EDA soient confiants et tous les utilisateurs qui sont impliqués d'ailleurs puissent se sentir confiants à partager leurs données de cette façon? Bon, il faut dire que nous n'avons pas encore réalisé cette interopérabilité avec les différents États. Nous sommes restés au sein de la Côte d'Ivoire à manipuler les données dans la stricte légalité, les données d'un caractère personnel au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pourrais dire que d'abord, avec les structures ivoiriennes, comment nous avons réussi à créer la confiance. Pour créer la confiance, d'abord, il faut montrer que nous respectons les lois. Nous respectons les lois. Lorsque nous voulons faire un pilote, nous utilisons des données que nous promettons détruire après le pilote. Et nous sommes restés dans un canevas et nous avons, avec toute la transparence sur la manipulation des données et en restant dans la stricte légalité. Et pour aussi accroître
accroître la confiance, il faut montrer que nous avons les atouts de pouvoir sécuriser les données. Parce que, vous savez, quelqu'un peut vous permettre d'avoir accès à ces données, mais il faut que la personne soit sûre que vous n'avez pas de failles des systèmes de sécurité qui pourraient permettre l'intrusion de d'autres systèmes pour créer les fuites de données. Donc, il fallait montrer à ses partenaires que nous avons les ressources techniques, nous avons les ressources en matière d'équipement pour protéger et empêcher les intrusions et pour faire des vols, pour avoir des vols de données et ainsi de suite. Donc, c'est tous ces éléments que nous avons mis en œuvre pour pouvoir créer la confiance. Et je peux vous assurer que la confiance a été créée avec nos différents partenaires. Et je voulais aussi aller vers la confiance parce que ce n'est pas seulement les partenaires, puisque nous récupérons les données des personnes qui sont sur les territoires. Il faut que aussi ces personnes restent en confiance pour pouvoir nous donner des informations qui soient fiables et justes pour pouvoir les exploiter. Parce que si nous avons des personnes qui ne sont pas en confiance, ils peuvent vous donner des données qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas exploitables. Donc, c'est vers ces populations, nous avons mis en place des systèmes, des stratégies de communication. Nous sommes allés vers ces populations pour les rassurer. Je peux déjà vous donner l'exemple. Lorsque nous avons fait ce projet avec Côte d'Ivoire Énergie, nous sommes nous-mêmes déplacés sur le terrain, rencontrer les populations dans les villages et leur expliquer comment est-ce que le traitement de leurs données se ferait. Et nous n'avons pas fait seulement en français, puisqu'il fallait aussi des traductions dans toutes les langues pour que les populations restent en confiance à pouvoir nous communiquer leurs données et avoir confiance aussi en nous pour nous permettre de faire correctement notre travail. Voilà un peu ce que je peux dire concernant le traitement des données à caractère personnel. Et je tiens à préciser et rappeler encore que nous ne sommes pas allés au-delà de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous sommes restés à la manipulation des données dans le strict respect de la législation en Côte d'Ivoire avec nos différentes données. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour la réponse à cette question. D'accord. Vous avez aussi souligné que vous avez lancé juste un projet pilote euh, Mhm. avec cette activité de déguerpissement, mais je voudrais savoir, est-ce que quand même dans les avancées du projet, vous avez été amené à échanger avec les institutions financières? De votre expérience, quelles sont les conditions justement pour que les institutions financières adhèrent au projet facilement? Est-ce qu'ils adhèrent déjà? Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces institutions adhèrent déjà facilement au projet et à la compréhension même de l'importance de l'identité numérique pour pouvoir mieux offrir les services financiers aux populations? Quelle est votre expérience? Euh, voilà, je peux dire que pour les instances financières, nous étions sur le point. Je reviens encore sur ce projet pilote avec Côte d'Ivoire Énergie parce que ça allait bien au-delà de la récupération seulement des données et l'utilisation de ces données pour l'indemnisation. Ça devait aller jusqu'à permettre aux banques de pouvoir sécuriser les paiements vers les personnes. Parce qu'il y a eu des expériences fâcheuses dans le passé où il y a des personnes qui ont usurpé des identités, se sont présentées à la banque parce que, ayant récupéré des pièces d'identité de personnes non lettrées, se sont présentés pour récupérer des fortes sommes en matière les indemnités. Et là, ce sont des expériences très fâcheuses. Donc, c'était vraiment dans tout l'intérêt pour les banques. Le projet devait permettre déjà d'enrôler deux banques, deux états financiers dans cette indemnisation sécurisée que nous avions voulu mettre en place. Mais je veux préciser que le projet n'a pas eu le temps d'aller plus loin parce que nous étions dans une phase pilote. Et pour aller plus loin, il nous fallait ouvrir cette phase pilote pour la mettre à l'échelle. Et le cadre institutionnel, prenant le temps de pouvoir utiliser la mise en échelle, et comme nous sommes respectueux des lois, nous avons dû faire machine arrière en attendant que le cadre légal et institutionnel soit mis en place pour nous permettre d'aller plus loin avec ce projet. Donc, je voudrais vous rassurer en vous disant que les états financiers, les banques, toutes les banques, les espaces financiers sont bien conscients de cette importance de pouvoir utiliser des données biométriques et numériques pour pouvoir identifier les personnes qui se présentent à elles. Parce qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité dans nos différents pays. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner si le temps nous était permis. Nous avons récupéré beaucoup d'exemples. Je voudrais même donner aussi un Peut-être autre un. exemple. Voilà. Un autre exemple, par exemple, il y a un partenaire d'ici d'un mobile money
qui a très souvent des problèmes d'usurpation d'identité, parce que lorsque quelqu'un reçoit un dépôt, figurez-vous, une personne non lettrée, je donne un exemple, j'envoie un dépôt à quelqu'un qui n'est pas lettré, son fils peut utiliser son téléphone, peut se présenter dans une agence et récupérer l'argent, simplement s'il connaît le code mobile money. Et donc, l'idée pour nous, c'était de mettre en place une méthode pour pouvoir authentifier ces personnes et être sûr que la personne qui se présente, c'est vraiment la personne qui doit être indemnisée, mais la personne qui a reçu le dépôt. Et ça, ce sont des exemples qui sont palpables et ce sont des exemples actuellement vécus pour beaucoup de structures ici en Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que peut-être l'identité numérique aurait pu corriger dans nos pays, mais j'ai bonne foi que nos cadres légaux et institutionnels connaîtront des évolutions qui vont nous permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de tous ces projets pour le bonheur des populations et le bien de la Côte d'Ivoire. Merci, Emmanuel. Alors, docteur Atik, je reviens à vous. Pour Emmanuel, le cadre institutionnel est un des plus gros défis pour l'utilisation de l'identité numérique et dans la promotion de l'inclusion financière aussi de manière un peu plus générale. Est-ce que vous voyez d'autres limites, d'autres défis et est-ce que vous êtes d'ailleurs aussi d'accord avec lui par rapport à cette association? Oui, en fait, tout à fait. On trouve que la fragmentation institutionnelle est un défi majeur. En ce moment, dans beaucoup de pays en Afrique et d'ailleurs dans plusieurs régions dans le monde, les systèmes avancent encore en silos. Alors, l'identité d'un côté, la finance de l'autre, le télécom ailleurs, et parfois sans interopérabilité ni gouvernance commune. Alors, on constate que les cas d'usage ne sont pas encore suffisamment convaincants pour permettre à la population et aussi aux parties prenantes de surmonter la fragmentation. Ça, c'est le défi numéro un partout. Si on n'arrive pas à trouver le moyen de collaborer, de travailler ensemble, de l'interopérabilité interinstitutionnelle, on aura beaucoup de mal à construire l'écosystème qui fonctionne bout à bout et où les citoyens peuvent participer en confiance totale. Alors ça, c'est le défi numéro un, je suis d'accord avec Emmanuel. Mais il y a peut-être deux ou trois d'autres défis, si vous me permettez. Je peux souligner la confiance en général, parce que la confiance, l'inclusion financière repose sur la confiance. Et il n'y a pas vraiment de confiance dans l'identité. Donc, beaucoup de pays, ça reste un challenge. Il n'y a pas de confiance de la population en général, de la population dans la protection des données. Les gens n'ont pas suffisamment d'informations pour décider si c'est le gouvernement qui nous espionne ou on est sécurisé, etc. Il y a aussi la média qui n'aide pas. Il y a la confiance dans la cybersécurité. Il y a beaucoup de cas où on voit dans les médias que les données étaient dérobées, etc., qui n'aident pas la confiance. Il y a aussi une chose qui est très importante, la confiance dans les mécanismes de consentement. On ne sait pas. Vous me demandez de donner quelque chose, je consente, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire après. Alors, si les citoyens craignent l'exclusion, la surveillance abusive ou la fuite de données, l'adoption dans le secteur qui est le plus important secteur, le secteur financier, restera limitée. Il y a aussi, on constate, et ça c'est très clair, on constate également les défis réglementaires et opérationnels. Dans le secteur des finances, vous êtes au courant, vous savez que les règles de EKYC, ou Know Your Customer, ne sont pas toujours harmonisées, ni adaptées pour l'Afrique. Par exemple, c'est une organisation basée à Paris qui établit les normes mondiales, les normes souvent irréalistes. On parle avec eux pour dire, voilà, par exemple, ils ont besoin de montrer preuve d'adresse. En Afrique, l'adresse n'est pas facile à prouver. Alors, il y a beaucoup de pays qui payent
sont pénalisés parce que le KYC n'est pas aux normes internationales. Les mécanismes de partage des données aussi restent parfois flous. Je constate que plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin par exemple, la Côte d'Ivoire, ils ont mis en place un système, une plateforme d'échange de données. C'est comme X-Road, comme une plateforme sécurisée, et ça aide l'échange sécurisé entre les institutions. Mais ça reste, c'est comme projet pilote aujourd'hui. Il y a aussi un quatrième défi qui est, à mon avis, le plus majeur, le plus grand défi. Et ça, il s'agit d'une réalité difficile en Afrique. L'accès numérique au mobile pour la population générale, il n'y a pas à 100%, ça n'existe pas. Il y a dans la région rurale, il n'y a pas de même connectivité. Alors, il ne peut pas se connecter. Il est nécessaire de se disposer de plateformes numériques accessibles, simples à utiliser pour que les gens qui n'ont pas l'éducation numérique peuvent utiliser ça facilement, disponible partout, à tout moment. Ce n'est pas encore totalement le cas en Afrique de l'Ouest, même si la situation s'améliore progressivement. Je dis que nous sommes à un inflection point, un point d'inflexion. L'identité numérique niveau technologique, maintenant, c'est disponible, mais les cas d'usage et les liens des cas d'usage avec l'identité numérique, c'est très faible, encore faible pour qu'on peut démarrer à l'échelle de la population. Alors, le cadre institutionnel reste très problématique, l'accès numérique aussi, la confiance qui manque, et aussi la réglementation qui devrait être vue et revue par le secteur qui est concerné, qui est la Banque centrale, qui commence à venir. À ID for Africa, par exemple, depuis 2 ans, les banques centrales viennent. Et ça, c'est un très bon signe. Avant, elles n'étaient pas là. Ok, justement, c'est une bonne chose qu'on chute sur les banques centrales parce que j'avais cette question que je voulais vous poser. Comment rassurer les banques centrales pour que justement elles puissent mettre en place des règles, des règlements, des législations qui facilitent justement cet accès au KYC? Vous avez d'ailleurs évoqué les défis réglementaires comme un élément principal, un obstacle principal. Est-ce que c'est aux États de rassurer les régulateurs ou alors c'est l'inverse, où ils doivent se rassurer entre eux? En Comment fait, cela devrait se faire? d'abord, on commence avec les lois. Et on a besoin d'avoir des lois qui contrôlent, qui régissent le secteur qui est le plus important, qui est le secteur financier, mais qui aussi parle de la protection des données d'une façon très, très claire. Mais les lois ne suffit pas. On a vu dans plusieurs pays qu'on a des lois, mais les réglementations, les lois ne sont pas traduites en réglementations qui sont faciles à appliquer. Application de lois par de biais de réglementation est un exercice très difficile. Il y a très peu de pays qui ont développé leur capacité institutionnelle pour appliquer les réglementations. En Côte d'Ivoire, c'est une exception parce que les ARTCI, c'est une organisation qui a réussi à monter l'échelle et à développer les réglementations. Alors, avec les lois et les réglementations, on a ce qu'il faut pour rassurer les banques, rassurer plutôt les citoyens, qu'on a un système de confiance qui va permettre l'échange, les interactions financières, etc., etc. Mais le problème reste, c'est de manque de traduction. Les lois sont plutôt copier-coller
dans plusieurs cas, on a vu que sans analyser les conséquences dans le terrain, sans analyser, voilà, qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les implications. Alors, on a besoin d'être réaliste, optimiste, mais aussi réaliste, de comprendre l'impact de loi. Surtout, on a vu dans plusieurs pays africains, on adopte un projet de loi pour la protection de données et cybersécurité, et tout d'un coup, la plupart des systèmes gouvernementaux sont hors loi, parce que ce sont des violations majeures de loi qui viennent être adoptées. Il n'y a pas de Privacy Impact Assessment, il n'y a pas de Operational Impact Assessment, on ne fait pas assez d'analyse pour voir l'impact sur le terrain. Et c'est comme ça, à IDEA for Africa, on encourage ce genre d'échange parce que avant d'adopter la loi, il faut faire un sandbox pour mieux comprendre l'impact sur les opérations. Ok. Donc, il faut des lois et que ces lois soient facilement opérationnalisables, ajustées aux réalités des conditions et des différents pays mis en cause. Alors, on sait quand même qu'il y a des avancées, il y a des évolutions. Vous avez cité par exemple le Bénin, on sait qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a quand même des choses qui sont mises en place dans ce domaine. Est-ce que de l'expérience que vous avez, des discussions qui ressortent, et qui remontent des différents pays membres de ID for Africa, vous avez l'impression que les populations adhèrent réellement à cette identité numérique ou à ce mouvement de définir cette identité numérique de façon officielle au niveau de la sous-région? Est-ce que c'est adopté par les populations comprises? En fait, la population, l'esprit, c'est à la facilité. Si vous nous donnez quelque chose qui est utile, qui est fiable, qui ne nous met pas en danger, la population va adopter. On voit ça immédiatement quand l'application est très bien conçue, très bien réfléchie et accessible facilement. Si on a besoin de perdre 3 jours de travail pour arriver à s'inscrire quelque part et après revenir récupérer un titre ou activer quelque chose, la population va dire je m'en passerai. C'est ça le challenge. Le challenge, il faut une valeur claire. Si on a une valeur claire, la population va adhérer. Et on a vu ça dans plusieurs pays en Afrique. Quand ils ont mis quelque chose qui était facile, qui était inclusif, personne ne sera exclu, etc., l'adoption a monté en flèche. Je peux citer plusieurs pays dans ce domaine. Et moi, je pense comme le promet de l'identité numérique est très, très élevé et le potentiel est très significatif, je pense que l'identité numérique sera adoptée à l'échelle de la population en Afrique. Aucun doute sur ça, parce que nous sommes en train de partager les meilleures pratiques et les pays qui voient. Moi, je parle de pays qui ont commencé avec 0 il y a 3 ans et aujourd'hui, ils ont 45 personnes qui participent dans l'écosystème de l'identité numérique, 45 millions, et qui font plus que 2 millions de transactions par jour. C'est clair, parce que l'application a été bien conçue et accessible à tout le monde. Je suis sûr et certain que l'identité numérique sera adoptée par la population. Ça simplifie les vies. On peut faire des choses à distance sans d'être obligé de se déplacer. Nous vous accompagnons dans cette idée-là, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour passer à la vitesse supérieure? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour accélérer cette adoption? Est-ce que vous avez un exemple, peut-être qui a déjà été pratiqué dans un pays, qui peut être intéressant pour d'autres pays? En fait, sensibiliser la population, ça, c'est numéro 1, c'est important. C'est important d'expliquer, parce que les gens entendent des choses, mais ils sont pas tout à fait au courant de l'envergure, de le bouleversement que l'identité numérique peut apporter à leur vie.
Aussi, la confiance, la simplicité, et il faut que ce soit quelque chose que un enfant peut utiliser. C'est pas compliqué. Alors, il faut commencer à voir le citoyen comme des clients, comme des gens qu'on livre des services qui attendent la prestation de services. Il faut ouvrir, avant de donner l'identité numérique ou un titre d'identité numérique, il faut ouvrir le call center pour réclamation si quelqu'un a un problème, etc. C'est exactement ça que l'Éthiopie a fait. L'Éthiopie a commencé tout d'abord avec une boîte de services clients. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit, avant qu'on va mettre sur pied des systèmes d'identité numérique, on va mettre sur pied la boîte de réclamation et le service client. Et c'était opérationnel de jour numéro un. C'était de départ. Et ça a donné à la population une image complètement différente. C'est pas le gouvernement, l'ancien gouvernement, c'est l'avenir, c'est la rapidité, c'est une perspective commerciale qui aide beaucoup, surtout la jeune population qui exige d'avoir des choses instantanément et de participer facilement. Alors, c'est pas compliqué. Le problème, en fait, je peux constater que la raison pour laquelle l'Éthiopie a réussi rapidement, euh, pourtant que les autres ont de difficultés, c'est que l'Éthiopie n'a pas eu de préalable, n'a pas eu des institutions, son greenfield, comme on dit. Ils ont redémarré à zéro avec une feuille de route vierge et ils ont pu construire quelque chose sans avoir les institutions, les anciennes institutions qui ont dit non, mais c'est notre territoire, c'est notre domaine d'intervention, etc., etc. C'était pas la réforme des institutions existantes, c'était la construction de nouvelles institutions. Et on voit ça dans plusieurs pays. Si on commence à partir d'une feuille vierge, on arrive à construire quelque chose beaucoup plus dynamique. Alors, on voit ça dans plusieurs pays. Le Bénin aussi a fait une sorte quelque chose comme ça. Même s'il y avait des institutions existantes, ils ont fusionné plusieurs institutions. Ils ont créé l'ONIP, par exemple, qui était complètement une nouvelle institution. Alors, il y a beaucoup de pays qui nous donnent des leçons pour aller à la vitesse supérieure. Ok, merci beaucoup. En conclusion, il faut en quelque sorte remettre les dés à zéro et repartir en se disant on ne s'ajuste pas sur ce qui existe, mais on va sur une nouvelle base, sur de nouvelles bases, en tenant compte des réalités. Merci pour cela. Alors, Emmanuel, je reviens vers vous. On parle d'inclusion et on sait que qui dit inclusion parle aussi d'une certaine façon des personnes qui sont exclues parce que on voudrait ramener ces personnes exclues qui sont par exemple des personnes âgées, des personnes mal ou peu lettrées ou encore des personnes qui vivent dans les zones rurales peu développées, peu modernes. Euh, Est-ce que vous avez des exemples concrets en Côte d'Ivoire, par exemple, pas forcément liés au projet Vouri, mais que vous connaissez et qui ont pu être développés, des services qui ont pu être développés pour permettre à ce type de personnes-là d'utiliser l'identité numérique et pouvoir accéder aux services financiers. Ça peut être n'importe quel produit, service financier, crédit ou avoir un compte de dépôt. Est-ce que c'est la biométrie qui a été utilisée ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pourriez nous partager? Votre micro est fermé, désolé. Voilà, OK. merci. Voilà, je veux dire que effectivement, il y a également ce grand challenge, c'est de pouvoir aller vers ces personnes qui sont dans des zones reculées
qui sont des personnes peu lettrées, qui sont des personnes qui sont même détentrices de données biométriques de faible qualité, parce que ce sont des personnes qui sont dans des zones rurales, à utiliser des produits chimiques, et donc la biométrie a été, les empreintes digitales ont parfois été altérées. Et pour ces personnes, ce que je voulais dire comme exemple particulier, je ne dirais pas qu'on a utilisé vraiment les données biométriques, mais je voulais par exemple aller sur les exemples de, des mobile money. Des mobile money, puisque aujourd'hui les mobile money en Afrique prennent une extension assez importante parce que c'est un peu sont en train de migrer vers une banque qui se trouve à l'intérieur de nos différents portefeuilles. Donc, pour ces personnes, les services de mobile money permettent quand même de pouvoir réaliser certaines activités, soit des inscriptions. Je vais donner ici en Côte d'Ivoire, la scolarité est réglée par mobile money. Et là, ça veut dire que les personnes qui sont dans des villages très reculés peuvent utiliser le téléphone à domicile pour effectuer des opérations telles que d'inscription, des opérations et même des opérations de retrait. Et pour arriver à cela, les banques ont pris certaines garanties, naturellement, avec toutes les informations biométriques, les informations, je dirais pas biométriques, mais géographiques de ces personnes, pour leur permettre de pouvoir bénéficier aussi de ces différents services. Et ces services, ces personnes sont accompagnées constamment avec une bonne communication. Parce que n'oublions pas qu'il y a le domaine sociologique. Tout ce qui est nouveau est immédiatement devant une forme d'hostilité. Et donc, ces populations ont besoin d'être assurées. Parce que ici en Afrique, on dit ce qui se fait sans moi, se fait contre moi. Il faut que les personnes soient associées à toutes ces évolutions. L'Afrique a soif des technologies. Toutes les populations sont preneuses de toutes nouvelles technologies, mais il faut que ces technologies soient adaptées au contexte général. Donc voilà pour quelques exemples. Je veux dire que les services mobile money ont réussi à pénétrer les domaines ruraux, pénétrer les zones des personnes qui sont très peu lettrées. Et j'ai vu même des projets qui allaient jusqu'à traduire en langue locale des applications dans le téléphone pour permettre d'utiliser le téléphone pour réaliser des opérations bancaires ou des opérations de paiement, de virement et ainsi de suite. Pour dire que ces populations ne sont pas laissées pour compte et ces populations sont également embarquées dans cette nouvelle approche en matière de gestion des données et d'inclusion numérique. Voilà. D'accord. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. On va se donner le temps de pouvoir y répondre. Et donc, on va prendre les dernières questions. J'ai envie de vous poser l'un après l'autre, mais je vais rester avec vous, Emmanuel, avant de passer au docteur Attic. Alors, aujourd'hui, nous avons vu tout ce qui est barrière, tout ce qui peut être cité comme obstacle. Nous avons vu aussi qu'il y a de l'espoir, il y a des choses qui sont faites, il y a du grand mouvement dans la zone, il y a des pays qui ont été cités dans la sous-région. Pour rester en Afrique de l'Ouest, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Donc, la question de fin que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez réellement que l'identité numérique peut résoudre le problème de l'inclusion financière, de faire monter les compteurs et de passer des chiffres qu'on a aujourd'hui à 90% dans toute la région UMOA, par exemple, ou en Afrique de l'Ouest, et où est-ce qu'on surestime l'impact de cette identité-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais peut-être vous décevoir dans ma réponse parce que je dirais oui et non. Je dirais que cette question se trouve à part égale en matière, et cela, ça dépendra de notre position. Oui, l'identité numérique peut réussir à faire monter tout ce qui est inclusion financière. Parce que les banques ont besoin parfois d'être rassurées et les personnes ont besoin de pouvoir avoir accès le plus rapidement, accès à toutes ces données bancaires, à tout ce qu'il faut parce que de toutes les manières, nous avons tous besoin d'avoir une santé, la possibilité de pouvoir avoir directement accès à tout ce qui est espace financier, et même au niveau de l'éducation, assez rapidement. Si on peut le faire à domicile, ce serait bien. Et les populations peuvent y adhérer. Mais je dis non, parce que n'oublions surtout pas que, vous savez, il y a une certaine, je dis, c'est une équation qui doit respecter une certaine évolution. Lorsqu'on veut aller trop vite, on peut aussi prendre du retard.
C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Lorsqu'on décide de sauter certaines barrières, des barrières sociologiques, on décide aussi de sauter certaines barrières. Des barrières, par exemple, linguistiques, on met même des barrières en matière de connaissance, de compréhension, même de connectivité. Lorsqu'on décide de sauter toutes ces barrières, on est confronté, bien entendu, à un certain recul. Lorsque nous voulons aller vers tout ce qui est numérique, et tout à l'heure, docteur l'a dit, il y a la connectivité qui reste. Aujourd'hui, quel est le taux de connectivité dans nos différents pays? Est-ce que les zones rurales sont véritablement couvertes? Et quel est le taux d'utilisation aujourd'hui des smartphones, de tout ce qui doit nous permettre de pouvoir arriver à cette identité numérique? Même si on peut avoir des solutions qui soient des solutions, soit toutes les personnes peuvent se déplacer pour venir vous authentifier, pour vous donner accès à des services. Mais l'idéal, c'est de pouvoir le faire à domicile. Quel est le taux aujourd'hui en Afrique, le taux réel? Lorsque nous sommes dans les zones rurales, quel est le taux de connectivité? Quel est le taux de connaissance de ces outils que nous voulons mettre en place, ou du moins aussi à disposition de toutes ces personnes rurales? Et donc, c'est pour cela que je dis non, parce que ça peut créer en réalité un recul. Parce que quand il y a, c'est un peu comme l'impôt, quand l'impôt est trop forte, automatiquement ça tue l'impôt. Quand la technologie va trop vite, ça tue l'évolution technologique et ça crée l'hostilité vis-à-vis des populations qui ont l'impression que lorsqu'on veut faire quelque chose de cette envergure, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et c'est pourquoi il faut respecter cette équation de progressivité, cette équation qui emmène les populations progressivement vers l'adoption et vers la demande. Aujourd'hui, je suis informaticien, je visite des zones rurales. Je rencontre aujourd'hui, soi-disant en passant, des paysans qui demandent aujourd'hui des applications mobiles pour régler des problèmes ruraux. Et ça, c'est par l'évolution de la technologie et ça va progressivement. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Merci Emmanuel. Avis mitigé. Alors, docteur Attic, est-ce que vous partagez cet avis où on peut quand même garder espoir d'ici 2030 à ce que tous les obstacles et tous les défis infrastructurels cités par Emmanuel soient résolus? Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Moi, je vois l'écosystème drivé par la valeur réelle. Si les citoyens voient la motivation, si ils voient un changement majeur, ils vont aller vers l'identité numérique, ils vont adopter. Et je vois que notre rôle comme organisation ou même comme gouvernement devrait de faciliter cette rouée vers le progrès. À mon avis, je vois beaucoup d'intérêt. C'est pas comme avant où l'identité régalienne, il y avait beaucoup de façons de contourner, de trouver des solutions euh, qui est dans le secteur informel, par exemple. Beaucoup de gens sont passés de leur identité régalienne, qui était coûteuse d'ailleurs. L'identité numérique, nous sommes dans une autre époque. Et depuis le COVID, on a vu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou on peut le faire plus facilement avec une identité robuste, fiable et numérique. Et surtout, quand je rencontre les jeunes gens, beaucoup de jeunes gens, les ados, les trucs comme ça, ils sont nés numériques. Ils sont nés dans un contexte où ils ne comprennent pas notre monde d'avant. Alors, moi, je suis plein d'espoir parce que je crois dans l'écosystème. Je pense que la force, ce n'est pas la force du gouvernement, c'est la force du peuple, la force de faire en sorte que leur vie, ils peuvent réaliser le potentiel de leur vie. Et si c'est un outil qui, pour la première fois, apporte à ces gens beaucoup de possibilités, on le voit l'adoption. Regardez Uber, regardez le Yango, regardez le secteur, le gig economy. Pourquoi le gig economy est devenu il y avait une très grande réussite? C'est parce que a répondu à une chose demandée par la population. Avant, le gouvernement a pensé, on a besoin de connaître notre population pour le contrôler. Maintenant, la formule change. La population demande accès d'une façon facile.
d'une façon à distance, on s'est déplacé et rapide, instantanément. Alors, l'occasion de monde a changé, vraiment a changé. Je pense d'ici 2030, on verra beaucoup d'applications dans le secteur de paiement, le secteur de finances. Euh, Envoyer l'argent instantanément, c'est un game changer. C'est un game changer Hmm. pour nous. Alors, je suis très, très convaincu. Et le seul obstacle, ça peut être le gouvernement. Le seul obstacle que le gouvernement peut freiner parce que le gouvernement ne peut pas aller aussi vite que la demande de la population. Mais ça, je pense, on a la réponse. Les organisations comme ID for Africa, la Banque mondiale, le WURI, devraient consacrer leur énergie pour pousser le gouvernement de comprendre l'envergure et les enjeux de ce bouleversement qu'on voit maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel, docteur Attic, pour ces échanges. Nous allons nous donner le temps de prendre les questions qui sont dans le chat. Mais nous retenons que malgré les difficultés quand même qui existent, les défis, et dont l'un des principaux défis, c'est le défi institutionnel, euh, qui nécessite d'ailleurs cette collaboration-là. Il faudrait que des organisations comme IDEA for Africa, WURI, des initiatives prises par la Banque mondiale, etc., puissent tenir la main des États, mais aussi celle des banques centrales, hein, de ce que j'ai noté, pour qu'ils puissent avoir une inclusion dans le développement de la mise en place de ces identités numériques pour pouvoir atteindre justement l'explosion de l'inclusion financière. Merci encore à vous. Merci à l'audience qui nous a suivis et à nous, je te repasse la parole pour les questions-réponses. Merci. Merci, Merci Elisabeth. beaucoup à tous les trois pour cet échange passionnant. Donc on a eu pas mal de questions du public, donc on va essayer de répondre au maximum dans le temps imparti. Donc je vais vous poser à chacun des questions, n'hésitez pas à rebondir ou à répondre aux questions de l'autre, voilà, évidemment. Donc je vais commencer avec une question pour vous, Monsieur Emmanuel. Donc quels sont les défis majeurs liés à l'interopérabilité que vous avez observés, principalement avec les portefeuilles, les plateformes de mobile money et les banques? En matière de défis majeurs, je pourrais dire, c'est d'abord, vous savez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'interopérabilité est régie également par des lois. Il y a une structure qui est mise en place pour réglementer tout ce qui est système d'interopérabilité. Donc, le défi majeur, c'est de pouvoir intégrer ces structures-là et de pouvoir permettre de pouvoir transférer les données d'une structure à une autre en gardant tous les niveaux de sécurité qui sont demandés de part et d'autre. Ici, avec les services de mobile money, je voudrais dire que ça se passe plutôt très bien. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes ont intégré les paiements par mobile money parce qu'ils ont mis en place des interconnexions, ils ont mis en place des API, des systèmes de communication entre eux et les serveurs des services de mobile money. Et ça se passe plutôt très bien ici en Côte d'Ivoire. Donc, je récapitule en disant que le défi majeur, c'est de pouvoir faire en sorte que ces structures qui est en charge de cette interopérabilité généralement puissent être alertes et pouvoir réaliser cette interopérabilité dans les normes demandées par les différentes structures. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à vous, docteur Attic. Donc autour des questions de l'analphabétisation, pardon. Donc comment Oui. est-ce qu'on peut concilier l'identité numérique avec l'analphabétisation et comment créer de la confiance pour ces populations qui sont analphabètes et qui habitent aussi dans des populations rurales? Voilà. Oui, en fait, c'est un domaine très important. C'est l'interface entre homme-machine. Ça veut dire, si on peut réaliser l'interface, et surtout avec l'IA, on arrive à créer des interfaces beaucoup plus intuitives et pour aider les gens qui n'ont pas l'éducation numérique pour participer. J'ai vu beaucoup de développement dans ce domaine. Au lieu d'expliquer les choses, on remplace l'explication écrite par de symboles, des images, des trucs comme ça. C'est un domaine des études maintenant. Alors, il faut prendre ça au sérieux
aussi, dans plusieurs pays, j'ai vu qu'il y a dans le village, dans les centres commerciaux, il y a le accompagneur, quelqu'un qui accompagne le gens. Souvent, c'est des jeunes étudiants qui travaillent pour accompagner les gens plus âgés, pour les aider, pour faire de la formation, de les aider à accéder. C'est pas vraiment un obstacle parce qu'on a beaucoup d'outils, des outils maintenant pour arriver à ça. Mais il faut le prendre au sérieux. Il faut aussi avoir les budgets. Le gouvernement devrait dépenser l'argent pour assurer que les gens qui ne peuvent pas lire ou peuvent pas, même qu'ils ont d'autres handicaps, comme ils ne peuvent pas voir, ils ne sont pas voyants, etc., il faut livrer le message autrement. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'ai maintenant une question pour vous, Emmanuel. Donc, dans le cas de Woori et d'autres initiatives similaires, l'un des obstacles majeurs identifiés est l'absence d'un cadre juridique adapté, donc qui permet l'exploitation de données biométriques à des fins financières. Donc, d'après vous, quelles sont les conditions juridiques et institutionnelles minimales qu'un pays qui lance un programme de recensement biométrique à vocation financière lance pour que ces données puissent légitimement servir d'outils d'identité au service de l'inclusion financière? D'abord, ok, je pense que c'est une question qui reste majeure. D'abord, je veux dire que l'élément principal et fondamental, c'est le respect des lois. Lorsque le pays s'est doté d'un législateur, une structure qui est chargée de pouvoir contrôler l'usage et l'utilisation des données à caractère personnel, il faut se rapprocher. Dès que nous avons à manipuler ces données, il faut se rapprocher immédiatement de cette structure pour demander l'autorisation de pouvoir utiliser ces données. Je veux dire que dans le cadre du projet Woori, c'est ce que nous avons fait. Et lorsque nous avons démarré le projet, nous avons eu des séances avec l'RTCI, qui est le régulateur, et l'RTCI nous a donné autorisation, dans le cadre du pilote, de pouvoir manipuler les données, mais sur un certain nombre de données qui étaient bien spécifiques. Et pour partir à l'échelle, il fallait maintenant que le gouvernement prenne des lois et des décrets qui permettent la manipulation des données, de ces données. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui ont déjà l'autorisation, telle que le NECI, dont l'autorisation de pouvoir utiliser des données à caractère personnel pour toutes les questions d'authentification. Et donc, en dehors de ces structures, si nous voulons faire des manipulations, il faut absolument des décrets, des textes et des lois pour les encadrer. Il y a aussi la possibilité de rester dans l'environnement de la possibilité de son texte. Ici, par exemple, dans le cadre du projet Woori Côte d'Ivoire, nous étions dans le cadre de tout ce qui est sécurité sociale avec la CENAM et avec aussi d'autres partenaires. Nous sommes restés dans ce cadre pour pouvoir utiliser ces données pour les tests. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une preuve de vie par la biométrie en restant toujours avec ces institutions dans le cadre de la protection sociale, avec la CENAM et avec la CNPS et la SEGRAE. Voilà, nous sommes pour le moment dans ce canevas. Et lorsque les textes permettront d'aller plus loin, on ira plus loin. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour Dr Attic. Donc, quels sont concrètement les gains concrets que les banques, IMF et FinTech peuvent attendre d'un système d'identité numérique qui est mature? En fait, à la base des interactions bancaires, financières, c'est la confiance dans l'identité de la personne qui est en train de faire une transaction. S'ils ont la confiance à travers KYC, quand on fait l'enrôlement, inscription de quelqu'un dans un service, et aussi à tout moment que la personne devrait s'authentifier pour faire une transaction, etc. Si le banque et le fintech ont l'assurance sur l'authenticité de l'identité, leur coût de transaction tombe, ça sera beaucoup plus faible. Et ce genre de produits financiers qui ils peuvent proposer
aux citoyens devient beaucoup plus large parce que dans le secteur bancaire, c'est la gestion des risques qui compte, la gestion des risques qui est très importante. Une identité numérique fiable, robuste et accessible à tout le monde aide les banques dans cette mission. En diminuant le risque, on aura le coût de transaction qui est plus faible et qui se baisse. Et aussi, on peut donner beaucoup d'exemples de nouveaux produits. Et on a vu ça dans des pays développés comme par exemple Singapour. À partir du moment que l'identité numérique est arrivée, le nombre de produits a monté en flèche et le secteur bancaire est devenu beaucoup plus actif. Alors, c'est exactement la même chose qui va arriver en Afrique. On va avoir l'innovation, on va avoir la confiance. La seule chose qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va assurer la sécurité de ces systèmes, la sécurité, la cybersécurité. C'est pour ça, cette année, on a consacré une journée entière pour la cybersécurité. Mais si on arrive à gérer les challenges de cybersécurité, je pense que le secteur bancaire sera partant pour une évolution dans leurs services et aussi dans leurs risques. Merci beaucoup. Je me dirige vers vous à nouveau, Emmanuel Quadou. Avec quel acteur en fait vous travaillez dans le cadre du projet Wouri et comment l'État est impliqué notamment dans la collecte des données et l'accompagnement sur le terrain? Bon, dans le projet Wouri, nous travaillons essentiellement avec la CENAM, qui délivre l'assurance maladie universelle. Et la CENAM, et pour l'accompagnement sur le terrain, d'abord pour l'enrôlement, il faut dire que la CENAM utilise beaucoup de techniques. Il y a des camions qui sont mis à disposition pour pouvoir pénétrer les zones les plus reculées. Il y a même ce que nous appelons il y a les colloques qui sont les- qui sont beaucoup plus proches des comités locaux, beaucoup plus proches des populations pour comment dire, sensibiliser les populations à l'enrôlement. Et le gouvernement s'implique là-dedans par la publicité, par les informations et en facilitant comment dirais-je, l'acquisition de ces personnes, l'obtention des différents numéros. Par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si quelqu'un veut avoir un numéro de carte Sénam, il peut le faire le même jour parce qu'il y a des camions instituts qui sont dans les villages. Les personnes se rapprochent de ces camions, automatiquement peuvent faire leur enrôlement et partir au bout de 15 minutes avec leur carte. Et immédiatement, la carte donne accès à des établissements de santé. Ils peuvent immédiatement aller dans des services de santé pour avoir droit aux soins et ainsi de suite. Et l'État s'implique aussi en favorisant cela, en faisant beaucoup de publicité et rendant incontournable aussi l'utilisation de ces cartes. Aujourd'hui, par exemple, pour toute activité en Côte d'Ivoire, pour avoir le permis de conduire, pour s'inscrire à l'école, il faut la carte Sénam. Aujourd'hui, pour faire les opérations majeures, aujourd'hui même pour prendre une assurance, dans les autres types d'assurance, il faut la carte Sénam. Et donc, l'État rend cet élément incontournable pour pousser toutes les populations à utiliser cette carte. Et après, maintenant, avec les données biométriques, on peut authentifier ces personnes pour leur donner accès aux services de santé et ainsi de suite. Donc, voilà un peu les actions que le gouvernement met en place sur le terrain. Alors, une question pour Dr Attic maintenant, s'il vous plaît. Concernant le financement donc, de ces systèmes d'identité numérique, qui doit être impliqué? Est-ce que c'est seulement les États, les partenaires techniques et financiers, ou est-ce qu'on pourrait impliquer le secteur privé aussi, également? Ah oui, tout à fait. Cette année, on a eu aussi une séance très importante sur le modèle de financement pour les systèmes d'identification numérique surtout. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a plusieurs façons de financer ce système. Et ce n'est pas une seule façon. L'État devrait continuer à assumer son rôle comme souverain régalien, etc., l'identité régalienne, c'est important. Mais il y a aussi le secteur comme les banques, l'assurance, le mobile, etc., l'opérateur mobile,
qui bénéficient d'une identité robuste et fiable, qui devraient participer dans le financement de système. Surtout pour la maintenance et l'évolution en continu pour qu'on reste innovant, etc. Et je peux vous dire qu'il y a des pays qui n'ont pas plus que 30 millions de personnes, comme par exemple pas plus, la même taille que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, il reçoit de dizaines de millions de dollars de transactions, le coût de transaction, l'authentification d'identité qui est le secteur privé, le banque et l'opérateur mobile payent et aident énormément l'État dans le financement. Il y a aussi les PPP. On a vu des cas au Ghana où l'État a payé zéro. Et le PPP a permis l'État de mettre en place une plateforme, un système, un écosystème très, très performant. Il n'y a pas une seule façon de le faire. On peut aussi prendre seed money de la Banque mondiale, mais à la fin, l'appétit pour endetter l'État n'est plus au rendez-vous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous, Emmanuel, et Dr Atik, n'hésitez pas à rebondir si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut imaginer que l'identité numérique devienne la porte d'entrée vers des services financiers plus sophistiqués grâce à la construction d'un historique numérique fiable? Moi, je ne voudrais pas utiliser les thèmes sophistiqués, mais je vais d'abord utiliser les thèmes sécurisés. Parce que, on peut mettre en place des systèmes sophistiqués, mais le plus important, c'est de mettre des outils sécurisés et fiables. Donc, ça peut être, bien entendu, la porte d'entrée vers des systèmes d'abord plus sécurisés. Parce que les banques, ce qui est le plus important au niveau des banques, c'est d'être sûr que il n'y ait pas d'intermédiaires corrompus, il n'y ait pas de faux intermédiaires ou des personnes qui détournent des fonds. Et donc, il faut mettre en place des systèmes d'abord sécurisés. Sophistiqués maintenant pourrait venir à la suite pour pouvoir permettre de pouvoir faciliter davantage les accès à certains services bancaires et les rendre beaucoup plus fluides, par exemple. Voilà. Anouche, est-ce que je peux poser une question à Emmanuel? Oui, OK. Emmanuel, nous deux, on a parlé de challenge de cadre institutionnel qui reste un défi majeur dans plusieurs pays. Prenons par exemple la Côte d'Ivoire. On a deux institutions qui sont habilitées de gérer l'identité. Il y a l'ONESI. L'ONESI, officiellement, c'est l'identité et l'état civil. Et il y a aussi le CENAM qui a une base de données identifiant les assurés, les gens qui ont adhéré à l'assurance maladie, mais pas forcément une identité légale, une identité juridique, parce que c'est pas lié à l'état civil et c'est pas. Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas décidé de travailler avec ONESI, qui est d'abord l'institution qui est le plus importante dans l'identité? Au lieu de ça, vous avez travaillé avec une autre institution qui n'a pas interopérable avec ONESI. Bon, pour la réponse à cette question, je voudrais juste caricaturer. Lorsqu'on vous demande, on vous demande de choisir entre travailler avec quelqu'un qui a 10 millions de dollars de revenus mensuels et quelqu'un qui a 1 million de dollars de revenus mensuels, où on est sûr d'avoir plus de sécurité financière. Ici, au niveau de l'identité, nous sommes dans la sécurité en matière de normes. Avec la CNAM, nous partons déjà avec 23 millions de données dans leur base de données. Et ce sont des données qui sont inclusives, sans tenir compte de la nationalité et autres. Avec l'ONESI, nous partons avec 7 millions. Vous voyez déjà l'écart. Et l'ONESI, aujourd'hui, fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, pour aller plus loin. Mais vous voyez l'écart. Donc, immédiatement, c'est beaucoup plus tentant de pouvoir travailler avec des personnes qui ont déjà plus de données dans leur base. Parce que à qui a plus, c'est plus intéressant d'aller plus loin avec la personne. Donc, déjà, même si la CNAM n'a pas encore tout l'élément, tout l'environnement nécessaire comme l'ONESI, mais il va sans dire qu'aujourd'hui, en matière de quantité de données, la CNAM est beaucoup plus avancée. Donc, voilà un peu ce qui a guidé notre choix. On pourrait revenir plus tard avec l'ONESI,
on serait beaucoup plus rassuré que l'ONESI a aussi autant de données et serait peut-être plus inclusive en prenant en compte les étrangers, en prenant en compte, voilà. Donc, tout s'est orienté par rapport à la thématique et l'inclusion. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Mais le cadre juridique soutient ONESI comme l'autorité de l'identité. Alors, l'identité, je peux fabriquer l'identité Google. Vous pouvez travailler avec Google. Il y a beaucoup d'identités Google. Le problème n'est pas là. Le problème, en fait, nous, comme organisation, devrions aider les pays à harmoniser entre les institutions existantes dans les pays. Alors, moi, je soutiens que la fragmentation institutionnelle reste un défi majeur, un défi que les acteurs de développement devraient aider les pays à résoudre. Nous, on est en train de creuser un gouffre. Oui, bon, c'est tout à fait, c'est une stratégie. Je ne travaillerai pas directement avec Google parce que je ne suis pas sûr que Google est fiable et installé dans mon pays. Si j'ai besoin des données de mon pays, je travaillerai d'abord avec des structures de mon pays. Donc, d'abord la CNAM et l'ONESI, peut-être pas Google. Donc, maintenant, pour dire que c'est vrai, l'ONESI a tout le cadre, la CNAM a le cadre dans un certain niveau, mais on ne peut pas aussi nous empêcher. C'est pourquoi nous sommes restés dans un certain environnement et nous sommes restés dans le strict respect des lois. Et puis voilà, il y a la question aussi qui reste en matière de traitement de données. Est-ce que dans un pays, quelle est la stratégie à mettre en place? Est-ce qu'on voudrait avoir une seule structure? Je dis de manière générale. Je vous retourne aussi la question en tant qu'un expert dans le domaine. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une seule structure qui détienne des données à caractère personnel et des données biométriques, ou bien on pourrait avoir deux ou trois? Parce que n'oublions pas il pourrait avoir aussi des comparaisons en matière de données. Lorsqu'on a une seule structure, est-ce que nous avons la confiance de la qualité de ces données? Est-ce qu'on n'est pas restreint dans l'utilisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne dirais pas multiplier les structures, multiplier les bases de données, mais avoir des possibilités de se référencer au choix de la base de données? Est-ce que ce ne serait pas un élément qui pourrait permettre aussi de pouvoir créer cette inclusivité que nous recherchons au niveau de nos États? Si on a l'interopérabilité, on peut Oui. construire un écosystème identitaire des pays qui a une fédération. Mais on est loin d'une fédération en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Il faut que, je suis convaincu qu'on peut avoir plusieurs systèmes identitaires, mais il faut fédérer entre ces systèmes. Et moi je vous demande, comme une organisation WURI, d'essayer de nous aider à fédérer entre le système existant dans le pays. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un seul système, mais il faut avoir l'interopérabilité, il faut faire la fédération pour que la personne n'existe plus dans des silos. On est en train de reconstruire les silos. Mais oui, on l'a souligné, l'interopérabilité implique quand même la confiance. Et il y a l'élément de confiance de base et implique aussi de la sécurité. Aujourd'hui, je pourrais dire que la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts en matière d'interopérabilité. Aujourd'hui, l'ONESI travaille avec d'autres structures avec lesquelles on ne travaillait pas hier. C'est pareil pour la CENAM. Et donc, ce sont des processus qui vont en fonction du besoin et au fur et à mesure, on rassure les structures à pouvoir créer cette interopérabilité, à briser la glace de la méfiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance. Et pourquoi? C'est ce qui empêche cette interopérabilité. Donc, il faut briser cette glace de la méfiance et créer cette interopérabilité qui pourrait permettre demain, par exemple, aujourd'hui, ça peut être plus intéressant au lieu de faire deux types d'enrôlement, un seul enrôlement peut servir à deux bases de données. Lorsqu'on est convaincu que cet enrôlement est bien fait, aujourd'hui, je dirais dire que, par exemple, mon rêve pour 2020, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand l'ONESI va faire un enrôlement sur le terrain, s'il y a deux bases de données qui doivent être renseignées, les bases de données sont renseignées et ça permet de croiser les données pour vérifier si la personne est déjà présente dans un système avec la BIS et la FIS et permettre l'intégration ou pas de cette personne. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans nos pays, mais je suis convaincu que nos pays iront à leur pas, iront à leur vitesse, parce qu'il ne faut pas confondre aussi la vitesse et la précipitation. Il faut rester dans le strict minimum de ses possibilités, des objectifs que le pays se fixe sans pouvoir, je pourrais dire, pouvoir calquer sur un quelconque modèle et rester propre.
Nous avons aujourd'hui l'exemple de l'Éthiopie que vous avez. L'Éthiopie a pris des mesures personnelles pour régler son identité, sans calquer aucun autre modèle. Et ça peut être aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc, encourageons plutôt la Côte d'Ivoire à pouvoir aller dans son sens avec sa vitesse, au lieu et place de pouvoir forcément dicter l'orientation finale de ce que pourrait prendre l'identité en Côte d'Ivoire. Voilà. Exact. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Donc notre webinaire est maintenant terminé. Je suis désolée, on a dépassé le temps alloué. Donc je tiens à vous remercier chaleureusement, donc Emmanuel Coadou, docteur éthique, de vous être rendu présent aujourd'hui et d'avoir partagé toutes ces connaissances avec notre audience. Donc, je vous invite maintenant à vous rendre sur le site du portail FinDev pour retrouver donc des articles de blog, des heures d'emploi, événements et publications sur la finance inclusive, et à également vous rendre sur le site de Microsoft Consulting. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également par email si vous avez des questions ou souhaitez collaborer. Donc, l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé dans les prochains jours et un petit sondage apparaîtra. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. Donc, un grand merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au Merci à revoir à tous. tous. Au revoir et à très bientôt.